Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voici notre 9e et dernière session de la journée à Futurapolis Planète, toujours en direct du Quai des Savoirs de Toulouse. Je vous rappelle qu'à tout moment, en flashant le QR code que vous avez sur vos sièges, vous pourrez poser des questions à nos invités à la fin de la table ronde. Alors, en cette période de Coupe du Monde, on a choisi de s'intéresser au football avec un angle un petit peu différent. Interdit de stade, le foot, laboratoire du contrôle social. Depuis plusieurs années, les supporters de football sont victimes de mesures liberticides dans l'indifférence la plus généralisée. Interdiction de déplacement, rapports conflictuels avec des autorités bien souvent sourdes, répression directe et aveugle constituent le quotidien de ceux qui font vivre des stades entiers. Après le scandale du Stade de France, durant lequel furent pointés du doigt des supporters anglais pourtant innocents, et en pleine Coupe du Monde, Futurapolis Planète donne la parole à des spécialistes de la question. Voici, sous un tonnerre d'applaudissements, Pierre Barthélémy, avocat au barreau de Paris, il exerce en droit public des affaires et en parallèle de cette activité principale, il conseille et représente devant les juridictions administratives une quarantaine d'associations de supporters de clubs de football français. Mathieu Zagrodzki, chercheur associé au Centre d'études sociologiques sur le droit et les institutions pénales, auteur de Que fait la police, le rôle du policier dans la société, sous la houlette ou la férule de Romain Gonzalez, journaliste au Point. Applaudissements. Ouais. Mathieu Zagrodzki, Pierre Barthélémy, bonjour. On va baisser un tout petit peu la musique, merci beaucoup. Boris vous a déjà présenté. Certains vous connaissent plutôt sur votre activité un peu numérique. Vous êtes deux twittos assez bien représentés, assez bien visualisés. Moi, c'est un compte parodique. C'est un compte parodique, c'est pas vraiment vous. Vous êtes notamment fan de Pizza à l'ananas, de Nicolas Cage, et êtes assez fameux pour votre défense du 4-4-2 devant parfois des juridictions un peu décontenancées par vos propos. Pierre Barthélémy, vous avez un compte peut-être un peu plus sérieux et parfois très très revendicatif. Vous revendiquez votre passion pour le Paris Saint-Germain. On aura l'occasion d'y revenir parce que je crois que tous les deux, vous avez des choses à partager là-dessus. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va reprendre un peu le titre de cette table ronde. Quel est le problème et comment on explique que le football français et ses instances détestent autant les supporters les plus fervents? Question assez difficile. On va partir sur Mathieu Zagrodzki. Alors, merci de me mettre en difficulté dès le début. Je vous en prie, c'est un plaisir. Alors, pourquoi les instances du football détestent-elles les supporters? Je ne sais pas si c'est de la détestation, le mot est peut-être un peu fort. Je pense qu'il y a beaucoup de méconnaissance. Il y a une ignorance de toute une génération, je dirais, de suiveurs, d'analystes, de décisionnaires du football, qui ont pas forcément cette fibre-là et cette culture-là. Et puis il y a aussi souvent la recherche de solutions de facilité. De toute façon, c'est une thématique qu'on va développer parce qu'on va parler de toutes les mesures répressives, de la manière justement dont les supporters sont traités. Très souvent, c'est par facilité. Très souvent, c'est plus facile d'interdire que d'encadrer. Très souvent, c'est plus facile, comme ça a été le cas, ça a été dit en introduction, Boris évoquait le scandale du Stade de France, parce qu'il faut réellement parler de scandale. C'est beaucoup plus facile de blâmer les supporters de Liverpool en faisant appel à un passé qui est désormais très très lointain et révolu, plutôt que de s'interroger sur l'organisation et puis les responsabilités des uns et des autres, notamment justement dans les instances, alors en l'occurrence plutôt étatiques que footballistiques. Pierre Barthélémy, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il est toujours plus facile d'interdire que de s'adapter et avoir une réponse un peu adéquate à cette question-là du supporterisme? Est-ce qu'aujourd'hui en France on a l'interdiction facile, on va dire ça comme ça? Alors c'est un peu complexe, c'est-à-dire qu'on a l'interdiction facile selon le profil des personnes que l'on veut interdire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous dites je vais interdire une manifestation de soutien au droit à l'avortement, vous n'avez pas beaucoup de monde qui va vous dire dans l'administration que c'est une interdiction facile à prendre. En revanche, si vous dites je vais interdire à des supporters de football d'aller voir un match, dans l'esprit de beaucoup de personnes dans l'administration ou même parfois dans le grand public,
On a l'image déjà d'une activité purement de loisir. On ne voit pas que déjà il y a des libertés qui s'y associent et puis qu'il y a toute une activité associative, une activité sociale derrière ces déplacements. Et puis on a aussi le sentiment un peu caricatural que voilà, c'est celui qui va dans le stade pour boire une bière, un peu comme on dit beugler, et qui est loin de ce qu'on peut ce qu'on peut imaginer d'une activité culturelle ou sociale. Et ça renvoie à la question que vous avez posée initialement sur est-ce qu'il y a une détestation. En fait, il n'y a pas une détestation, mais il y a une méconnaissance. Et cette méconnaissance, elle est dans l'administration. C'est pour ça que l'administration n'hésite pas à prendre des mesures restrictives de liberté des supporters, parce qu'ils ont une conception purement loisir du soutien à un club de football, comme on irait à un concert ou au théâtre. Et si on rate cette séance, on ira voir le film suivant. C'est un peu cette conception-là. Et du côté des clubs ou des instances, en fait, il y a eu une bascule au moment où les clients principaux n'ont plus été les supporters au stade, mais les gens qui payent les abonnements à la télévision, et où l'écosystème est basé sur un écosystème de retransmission télé et non plus de billetterie. Et à partir de ce moment-là, les supporters ne sont plus devenus des clients comme les autres. On est devenu dans un système où en fait, c'est des clients qui ne comptent plus et pour lesquels du coup l'entreprise qui vend un produit n'a plus besoin d'eux dans certaines mesures parce que ils vont peut-être causer plus de coûts ou de complexité d'organisation qui ne vont rapporter de recettes économiques. Vous diriez que justement cette bascule, elle est liée à la transformation du modèle économique du football, plus que par la multiplication qu'il y a pu avoir notamment en Angleterre, on va dire des affaires de violence dans les stades, ou est-ce que c'est un peu une conjonction des deux, à votre avis? Est-ce qu'on a vu d'un côté des accès de violence assez forts, notamment en Angleterre, parfois au Parc des Princes, on en avait parlé dans les années 90, et de l'autre, la bascule du modèle économique où les clubs se sont dit, bon, après tout, ces fans, ces ultras du foot, on n'en a plus besoin pour faire tourner un stade et un club, parce que de toute façon, c'est peanuts dans notre bilan comptable de l'année, dans notre EBITDA, comme dirait Jean-Michel Aulas. Ouais. Alors effectivement, et là aussi, je vais distinguer entre d'une part les clubs et les instances sportives et d'autre part les autorités publiques. Mais effectivement, les autorités publiques ont commencé à se permettre davantage de restrictions de liberté des supporters au moment où les clubs et les instances n'ont plus eu besoin de défendre de manière aussi acharnée les supporters puisqu'ils n'étaient plus la même ressource économique. En revanche, ce qui a fait la bascule réellement, et c'est des incidents graves qui se sont passés. Donc d'abord, il y a eu en Europe, dans les années 80, ces incidents très graves de hooliganisme. Et puis il y a en France, en fait, dans un pays très centralisé, où tout ce qui se passe à Paris a un écho surdimensionné. Il y a eu dans les années 2000 de très gros problèmes de sécurité autour des matchs du PSG, avec des rivalités entre deux tribunes du Parc des Princes, qui ont abouti à la mort d'un supporter. Donc on était dans une situation extrême qui appelait des réponses, sauf qu'au lieu de réagir par des mesures localisées, limitées à cette situation parisienne, on a fait des nouvelles lois tous les 3 ans, parfois même des amendements dans des lois sur le terrorisme, et on a créé des dispositifs dont on ne percevait pas en fait l'étendue, et ces dispositifs petit à petit sont rentrés dans les mœurs des préfectures ou du ministère de l'Intérieur, et ont commencé à connaître une utilisation exponentielle, sans qu'on puisse utiliser des garde-fous qui n'ont pas été pensés à l'époque, parce qu'en fait on a un peu bricolé ces dispositifs. Donc ça s'est fait un peu malgré les initiateurs. Mathieu Zagrodzki, vous voulez réagir? Oui, par rapport au cas anglais, parce que la question c'est de savoir est-ce que ce nouveau modèle où les droits TV finalement sont plus importants que les spectateurs dans le stade serait dû à ces incidents violents. Dans le cas de l'Angleterre, l'un a suivi l'autre et l'un a peut-être d'une certaine manière provoqué l'autre, parce qu'il y a tous ces événements extrêmement graves auxquels Pierre a fait allusion il y a quelques instants dans les années 80. Le point d'orgue étant le ESL en 1985, donc cette finale de Ligue des Champions entre Liverpool et la Juventus de Turin, où plusieurs dizaines de supporters dans la Juve perdent la vie. Et ça a entraîné en fait en Angleterre des politiques beaucoup plus répressives, avec l'adoption en 1989 notamment du Football Spectator Act, qui est la loi en fait qui notamment met en place les interdictions de stade, qui sera d'ailleurs répliquée en France en 1993 avec la loi Alliot-Marie, dans la foulée d'incidents qui, eux, ont concerné le PSG, justement. Mais pour revenir au cas anglais, on a en 89 cette loi qui est très répressive, et à partir de 92, il y a la mise en place de la Première Ligue. Et avec Sky Sports, qui met des sommes
Sky Sports qui est le diffuseur, voilà, qui est majeur du foot anglais. la plateforme satellite détenue par Rupert Murdoch, qui est un magnat de la presse d'origine australienne, mais qui a des, on va dire, des antennes à la fois en Grande-Bretagne et aux États-Unis avec Fox, puisque Fox est également la propriété du conglomérat Murdoch. Et donc Murdoch, Sky mettent énormément d'argent pour le lancement et les droits exclusifs de cette première ligue. Et c'est là que la bascule se fait en quelque sorte. C'est que ce qui compte, c'est le packaging. Donc il y a tout un effort qui est mis sur, par exemple, la qualité des pelouses. Parce qu'une belle pelouse, ça rend mieux lors de la retransmission TV. Alors aussi, c'est un outil pour les joueurs, et c'est mieux pour les joueurs quand vous avez une pelouse en bon état. On renforce évidemment la sécurité dans les stades, et puis on commence en fait aussi à discriminer par le prix. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une hausse très très importante des tarifs dans les stades qui rendent la chose, en fait, qui rendent, pour beaucoup de clubs de première ligue en tout cas, ce loisir inaccessible pour un grand groupe de personnes. Et quelque part, c'est toujours compliqué dans ce type d'évolution globale de dire c'est la poule qui a engendré l'œuf ou l'œuf qui a engendré la poule, parce que c'est toujours un petit peu une conjonction de facteurs. Mais dans le cas anglais, il y a très clairement en fait un enchaînement qu'on peut dater très facilement. On va revenir en cas français. Justement, vous évoquiez le cas du Parc des Princes dans les années 2000 et de la mort de ce supporter. Vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, je pense qu'on peut le dire en dehors de vos activités professionnelles. Oui. Est-ce que vous pouvez raconter un peu à quoi ressemblait une tribune du Parc dans les années 80-90, donc avant le plan Le Prou, certains ne le savent pas, mais c'est une sorte de purge, on peut le dire comme ça, des tribunes du Parc des Princes. Avant ce plan-là, à quoi ça ressemblait un match du PSG, tout simplement, avant l'ère même avant l'ère Canal aussi, parfois avant, peut-être à une époque un peu plus Far West, on va dire ça comme ça, dans les tribunes. Tu me regardes en rigolant parce que je suis plus vieux. Donc Mathieu Zagrodzki, vous commencez. Absolument. Bon, mon premier match au Parc des Princes, c'était en décembre 1987. Et c'est un match du Racing. Mon premier match du PSG au Parc des Princes, c'est en avril 1988, où on se prend une tannée contre Nice, 4-0. Le Parc des Princes, avant Canal+, et avant les Qataris, c'est d'abord un grand espace de liberté, en fait, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Je m'explique. Aujourd'hui, quand vous allez au Parc des Princes, déjà à 400 mètres du stade, on va vous filtrer. On va vous dire non, il faut que vous preniez telle rue pour accéder à votre tribune, parce que là, cette rue-là, c'est uniquement pour accéder à la tribune Auteuil. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un fléchage qui est absolument incontournable autour du stade. Et puis en fait, à chaque étape, vous êtes contrôlé. Et on s'assure que vous allez dans la bonne direction, que vous prenez la bonne entrée, que voilà, vous ne dépassez pas les bornes, avec un barriérage qui commence en fait, encore une fois. Comme un grand festival de musique parisien. Un grand festival de musique parisien, et en fait vous êtes une souris qu'on met dans une sorte de labyrinthe qu'il doit suivre. Dans les années 80, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que sur certains matchs du Paris Saint-Germain, en ce qui s'appelait la première division à l'époque, vous pouviez avoir 8, 9, 10 000 spectateurs, grand maximum. Une affiche contre Montpellier ou Cannes, voilà, s'il y avait 10 000 personnes, c'était le grand maximum. Vous arriviez au guichet, vous achetiez votre billet directement au guichet, ce qui est impossible aujourd'hui, encore une fois, au Parc des Princes. Il faut acheter son billet à l'avance. Et moi, je me souviens très bien de scènes où le guichetier disait à mon père, moi j'étais enfant, lui c'est bon, il ne paye pas son billet, et puis s'il y a des gens, vous vous installez où vous voulez, s'il y a des gens, vous le prendrez sur les genoux. Donc en fait, on est passé de quelque chose qui était extrêmement, on va dire, libre, flexible, à quelque chose qui est aujourd'hui très encadré. Encore une fois, je n'idéalise pas les années 80, puisque dans les années 80, c'est également la période où vous aviez un supporterisme très très violent dans la tribune Boulogne. Ça a commencé les premières firmes de hooligans, les Army Corps, voilà, pour citer le nom de cette firme qui était donc une firme, c'est un groupe en fait informel de hooligans, pour les non initiés dans cette salle. Donc commençait à prendre un petit peu possession d'une partie de la tribune Boulogne. Il y avait aussi des skinheads qui... Oui, j'allais vous dire, il y a une conjonction, j'imagine, de hooliganisme, mais aussi de politisation de ces groupes qui est... Exactement. Alors je ne vais pas rentrer dans des détails, un historique trop précis. Il y avait une tentative d'infiltration de la tribune Boulogne par les jeunesses nationalistes révolutionnaires, qui était le groupuscule dirigé par Serge Ayoub, qui était un skin très très connu sur la place parisienne à l'époque. Donc il y avait en fait ce mélange de supporterisme ultra, parce qu'il y a l'émergence des Boulogne Boys en 1985, la création des Boulogne Boys en 1985, qui est le premier groupe vraiment très structuré. Et puis à côté de ça, une nébuleuse de supporters qu'on qualifiait d'indépendants, et dont certains étaient effectivement violents. Et on pouvait voir des choses très violentes autour du Parc des Princes. Oui, je crois que vous m'aviez raconté d'ailleurs des épisodes où les supporters n'hésitaient pas à arracher tout simplement les chaises et
on peut pas appeler ça des fauteuils à l'époque, mais tout simplement les chaises pour les lancer sur les copains adverses, sur la pelouse, etc. À l'époque, c'est une chose qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus rare en Ligue 1. Oui, totalement. Ça, Et vous, Pierre Barthélémy, donc vous êtes le plus jeune des deux, donc je vais plutôt vous poser la question peut-être pour les années 90, fin 90 et le début des années 2000, donc cette période de transition. Ça ressemblait à quoi au début des années 2000, un match du PSG, et surtout en quoi le plan Le Proux a totalement changé la composition d'un stade? On en parle beaucoup parce que le plan Le Proux, c'est vraiment l'alpha et l'oméga en France de la transition, on va dire, du supporterisme, du moins dans les stades, le changement de composition du public. Alors effectivement, moi, c'est 9 ans plus tard que je suis arrivé au Parc des Princes pour la première fois. C'est difficile de me faire un avis sur les années 90, parce que moi, j'arrive en 96. Je suis un enfant, je suis émerveillé par, Mathieu en parlera aussi après. L'ambiance et les images, donc j'ai pas une connaissance de toute cette sociologie des tribunes, donc pour moi, c'est juste de l'émerveillement à ce moment-là. Et au moment où je suis en âge d'apprécier à peu près, de comprendre ce qui se passe dans le stade, c'est les années 2000, et c'est les années où personne se sentait vraiment en sécurité aux abords du Parc des Princes ou au Parc des Princes. Donc la passion était forte, donc on continuait à aller au stade, mais on sentait bien que ça se passait pas très correctement. Et donc arrivent ces incidents, jusqu'au ce décès en 2010 d'un supporter. Et là, le plan Le Proux, objectivement, personne ne peut le contester. Il y a un mort autour du stade, on ne sait pas ce qui va se passer la fois suivante, peut-être qu'il y en aura 2, il peut y en avoir 3, peut-être qu'il y aura des vendettas pendant des années, il faut faire quelque chose. Et dans ces cas-là, on ne prend pas toujours la meilleure décision, mais au moins on prend une décision, et en fait c'est ça qui est le plus difficile. Le problème du plan Le Proux, c'est qu'une fois qu'il a écarté l'ensemble des associations de supporters, donc c'est-à-dire 13 000 personnes sur les 45 000 qui peuvent se rendre au stade, il n'a pas prévu l'après. Et donc, comme il n'a pas prévu l'après, il s'est enfermé, ce plan Le Proux, dans une éradication totale du supporterisme organisé en tribune, avec l'interdiction des associations et l'interdiction des regroupements. C'est-à-dire que quand vous achetiez une place, vous ne pouviez pas être à plus de 4 personnes et vous ne saviez pas dans quelle tribune vous alliez... Pour éviter que se reforment de manière informelle les anciens groupes de supporters dans les tribunes. Et ça devient vite insupportable. Ça devient vite insupportable pour les intéressés, parce que eux, c'est leur façon de vivre le supporterisme, de se regrouper, de faire des tifos, c'est-à-dire des grands voiles avec des animations et des messages, de se rassembler pour faire des chorégraphies et des chants pour animer le stade. Et sans cette possibilité de se regrouper, c'est impossible. Et c'est un problème et un calvaire aussi pour le reste du public, parce que le reste du public vient aussi au stade pour l'ambiance, sinon on peut aussi parfois rester derrière sa télé, et il manque du coup cette vie au stade. Et là où tout le monde en a pris conscience, c'est lors du titre en 2016, mai 2016, il n'y a pas d'ultra au stade. Ils sont tous, parce que le plan Le Proux, elle est très loin. Il y a eu des listes noires, illégales, donc ils étaient fichés. On reviendra sur des mesures aussi de la liberticide de la part des clubs, donc encore quelque chose à part, mais on y reviendra. Ouais. Exactement. Et spontanément, sans que ce soit prévu, au moment où le président du PSG, Nasser El Khelaifi, va prendre la parole pour faire un discours après la victoire en championnat, de manière spontanée, le stade se met à chanter « Liberté pour les ultras, liberté pour les ultras ». Et ça faisait suite à quelques semaines où des joueurs, notamment David Luiz, avaient regardé le stade pendant un match. Avait mimé, oui, d'endormissement. On s'endort, il n'y a pas d'ambiance. Il y a Matuidi qui avait fait une vidéo en disant on veut le retour des ultras. Il avait d'ailleurs perdu ses primes d'éthique, etc. Enfin, donc il y avait toute une conjonction de personnes qui n'étaient pas les ultras, mais qui demandaient le retour des ultras parce qu'ils ne conçoivent pas un stade sans ce volet du supporterisme. Et donc c'était cette volonté en quelque sorte de retrouver la passion et la liberté des années 90, mais sans la dérive insécuritaire des années 2000. On voit que le PSG est arrivé aujourd'hui une sorte de schéma un peu hybride où on a essayé de réimplanter des ultras. On voit souvent dans des matchs de Ligue des Champions la présence même de tifos, de fumigènes parfois, même un peu, de manière un peu incontrôlée, pour essayer de recréer une sorte d'ambiance, parce que le stade la direction était très consciente de la perte totalement d'ambiance au Parc des Princes. Donc il y a une sorte de mélange entre contrôle quand même des supporters, prix très élevé des places, donc on voit une sorte de fourre-tout géré par la direction qatari. Ce schéma-là, en France, il n'est pas forcément répandu dans tous les stades. On voit que de nombreux autres clubs sont plutôt victimes, entre guillemets, de mesures liberticides, les supporters de ces clubs-là. Donc là, on va venir dans le dur du sujet. Messieurs, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont les interdictions de stade, ce que sont les interdictions de déplacement notamment, et en quoi ces dernières sont une chose assez unique, en fait, on a l'impression dans la législation française, des mesures de rétorsion de liberté assez rarement vues. Pierre, vous voulez commencer peut-être, et Mathieu? Oui, je laisse plutôt le juriste répondre. On va laisser le juriste. Alors effectivement, il y a cette particularité en France d'avoir une multiplicité et un abus dans la quantité et la récurrence d'utilisation de ces mécanismes.
Pourquoi multiplicité? Parce qu'ils sont à la fois individuels et collectifs. Donc individuel, on peut interdire une personne précisément de stade, et collectif, on peut interdire le déplacement des supporters d'un club à un match particulier, ou on peut même fermer un stade après des incidents qui seraient intervenus dans le match précédent. Et donc, même si que 5 personnes se sont mal comportées dans le stade, on peut fermer un stade de 45 000 places. Et le deuxième volet de la multiplicité, c'est qu'on a des mesures judiciaires, donc c'est-à-dire vous avez commis une infraction dans un stade, par exemple vous avez jeté un projectile, vous passez au tribunal, vous avez votre procès, vous avez une amende et on vous ajoute une interdiction judiciaire de stade. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus, par décision de justice, vous rendre au stade et vous devez même vous rendre au commissariat à chaque match de votre club. Ce qui peut faire 60-70 fois par an si votre club a le malheur d'aller en finale de toutes les compétitions. Ça, c'est la loi Alliot-Marie de 93, justement. C'est ça. Ensuite, on a créé le volet administratif. Ça, c'est un préfet qui a le droit de dire, par votre comportement d'ensemble ou par un acte que vous avez commis dernièrement, j'estime que votre présence à un match de tel club fait courir un risque grave de trouble à l'ordre public. Et donc, ce n'est pas une sanction, mais à titre préventif. C'est une présomption, tout simplement. Ça, une présomption de culpabilité, entre guillemets, de mauvais comportement. Ouais. Pour prévenir un risque, je vous interdis d'aller au stade et puis je vous demande aussi d'aller au commissariat à ce moment-là. Sauf qu'évidemment, d'un côté, on a le judiciaire qui a pris un procès, le respect des droits de la défense, le temps, etc. Et de l'autre côté, on a un outil qui est un simple courrier envoyé aux supporters. Donc logiquement, ce qui s'est passé, c'est qu'on a basculé du judiciaire vers l'administratif. Et l'administratif, au lieu d'être un outil de préventif, est vite devenu un outil de sanction, puisqu'en fait, dès que quelqu'un faisait quelque chose, on lui envoyait une interdiction de stade, même s'il ne présentait objectivement aucun risque. Et puis ensuite, comme ces interdictions administratives de stade ont commencé à être annulées massivement par le juge administratif, puisqu'elles étaient utilisées de manière abusive, les pouvoirs publics et la justice se sont dit écoutez, on n'a qu'à refiler le bébé au club, c'est leur sport, les clubs, donc on va leur donner une interdiction commerciale de stade. Donc un club peut, pour une durée maximum de 18 mois, refuser de vendre des billets à un de ses supporters ou lui refuser l'accès au stade si ce supporter n'a pas respecté les conditions générales de vente lors du match chose précédent. Assez longue et assez peu lue et parcourue par les supporters, j'imagine. Ouais. Et on a un troisième volet qui est un volet disciplinaire qui fait que les clubs sont responsables à l'égard de la ligue ou de la fédération qui gère le sport, le football ou le football professionnel en France, sont responsables de la bonne tenue, la bonne organisation des rencontres. Et si jamais les commissions de discipline de la ligue ou de la fédération estiment qu'un supporter un club a mal contrôlé ses supporters et donc il s'est passé quelque chose pendant un match, essentiellement des fumigènes, l'utilisation de fumigènes, les commissions de discipline peuvent fermer une tribune ou fermer le stade pour un ou plusieurs matchs. Et donc on a ce cumul à la fois de mesures individuelles et collectives et de mesures judiciaires, administratives, civiles, commerciales et disciplinaires réglementaires. Mathieu Zagrodzki, justement la multiplication de ces mesures, on va dire, disciplinaires et de rétorsion et de privation de certaines libertés, est-ce que vous l'expliquez, vous êtes un spécialiste, on va dire, des forces de l'ordre en général, aussi au-delà de la méconnaissance de certaines forces de l'ordre, des préfectures de police, par tout simplement une sorte de facilité, on se dit, bon après tout, on va pas, pardonnez-moi l'expression, on va pas s'emmerder à gérer 1000 supporters de l'OM à Paris en faisant déplacer des forces de l'ordre un dimanche soir alors qu'elles sont en plan Vigipirate. On va plutôt interdire la venue de ces supporters, tout simplement. Est-ce que c'est un peu ça pour vous la logique qu'il y a derrière ? Oui, tout à fait. C'est ce à quoi je faisais allusion en introduction en parlant de facilité. Je disais la restriction, l'interdiction, c'est facile. C'est que vous êtes un préfet ou n'importe quel décideur politique. Vous avez d'un côté le risque, même infime, qu'il y ait des incidents autour d'un match. Ça va être ultra médiatisé, vous allez être critiqué, il va y avoir tout un tas de polémiques, et il y a un coût politique, encore une fois, si vous êtes un élu ou professionnel, si vous êtes aux manettes en tant que préfet ou en tant que commissaire de police, par exemple, qui va avoir... Voire ministre de l'Intérieur aussi, on a vu la chaîne de commandement est un peu remontée dans le cadre d'une certaine finale de Ligue des Champions. Ouais. Oui, je vois tout à fait à quoi vous faites allusion, effectivement, ou si vous êtes ministre de l'Intérieur. Donc vous avez ce coût politique, médiatique, professionnel qui est relativement important. D'un autre côté, vous allez prendre une mesure d'interdiction et puis quelque part annihiler ou du moins en surface le problème en disant j'interdis, je reprends vos termes, je ne m'emmerde pas. Là, le coût politique, il est inexistant. Qui aujourd'hui se mobilise, je veux dire, médiatiquement en faveur des ultras ? Qu'est-ce qui va vous arriver si vous prononcez une interdiction qui est illégitime, si ce n'est quelques tweets de Pierre Barthélémy ?
De nombreux tweets de Pierre de Barthélémy. nombreux tweets, Oui, des threads interminables. Quelques milliers de tweets de Pierre Barthélémy. De Pierre Barthélémy. Voilà, en substance, alors je vais pas entrer enfin pas faire un cours de sociologie de la police trop compliqué, mais un sociologue de la police anglais du nom de Robert Reiner avait un petit peu catégorisé entre guillemets les clientèles de la police, les publics auxquels la police est confrontée. Et parmi il y a 6 ou 7 catégories qu'il présente. Et il y a ce qu'il appelle la police property, la propriété de la police. En d'autres termes, des catégories de la population dont tout le monde se fiche, voire que tout le monde craint, et pour lesquelles on dit bon, la police, elle fait ce qu'elle veut. Du moment qu'il nous laisse tranquille, qu'il ne gêne pas, qu'il ne pose pas de danger, finalement, on ferme les yeux sur un certain nombre d'atteintes. Est-ce que ces catégories, ce sont, à première vue, on pourrait dire les sans domicile fixe, les anciens criminels, oui. les potentiels terroristes, on peut effectivement, dans la typologie de Robert Reiner, oui, ce sont les immigrés clandestins, les sans-abri, voilà, ce type de catégorie. Les ultras de football sont un peu de la police property, sont un peu de la propriété policière. Au fond, on se dit, c'est des groupes qui sont bruyants, peut-être dangereux, ils sont potentiellement violents. Bon, finalement, est-ce que c'est si grave que ça qu'on empêche des Stéphanois d'aller à Lyon ou des Marseillais d'aller à Paris? Parce qu'encore une fois, comme le disait Pierre, c'est pas vu comme une liberté fondamentale, c'est pas une manif, c'est un loisir. Bon, on empêche quelques personnes de vivre un loisir. Est-ce que c'est si grave que ça? Ça, c'est une question pour tous les deux qui n'est pas une question simple. Est-ce que selon vous, quand ces mesures de rétorsion, elles vont à l'encontre d'une sorte de liberté fondamentale de l'individu qui est celle de circuler? Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous défendez à titre peut-être dans votre travail en tant que juriste, ou peut-être à titre personnel? Est-ce que vous dites, au fond, on est clairement dans un viol quasiment constitutionnel, la liberté de circulation, la liberté de se déplacer? Est-ce qu'on rentre dans cette catégorie-là, ou est-ce que ça serait un peu exagéré? Je laisserai Pierre encore une fois répondre, lâchement, je laisserai Pierre répondre sur le volet juridique des choses parce qu'il est bien plus qualifié que moi. Mais encore une fois, comme ça, je ne veux pas dire en surface, mais je vais plutôt parler de ce que ça représente politiquement. Il n'y a quand même pas beaucoup de gens en France et dans les sociétés occidentales, dans nos démocraties libérales, à qui on dit tu n'as pas le droit d'aller dans telle ville et tu n'as pas le droit de porter cette tenue. On a quand même eu des scènes. Parce qu'on précise pour certaines pardon, personnes qui ne le savent pas, dans oui. certaines interdictions, on voit également l'interdiction de se vêtir d'un maillot de son propre club dans un ville adverse. C'est exactement ça. Vous avez le droit de vous déplacer, mais vous n'avez pas le droit d'arborer les couleurs de votre club en ville, ou vous n'avez pas le droit de vous déplacer. Et par ailleurs, toute personne qui arbore, mettons, un maillot du Stade Rennais dans le centre-ville de Nantes commet une infraction. Et on a eu des scènes absolument cocasses. Alors je me souviens plus de quel match. Il me semble que c'était un match de Lyon à l'extérieur, où on avait fait enlever le maillot de l'Olympique Lyonnais à des gamins qui venaient... à Metz. C'était à Metz, oui, c'est ça. Donc, des gamins de la région messine. Incollable, Pierre Barthélémy. Oui, voilà. Je suis incollable sur les dates des années 80, lui c'est sur les matchs plus récents. On se complète bien. Donc voilà, c'est une famille vivant probablement dans la région messine qui supporte Lyon. Ils vont voir Lyon, les enfants portent des maillots de Lyon, on leur fait enlever le maillot de Lyon. À qui d'autre dans la société française on fait ça? Alors oui, à certains groupes politiques ou lors de manifs, mais vous voyez, c'est quand même pas quelque chose de super répandu, et c'est encore moins quelque chose d'acceptable du point de vue des libertés fondamentales. Il y a José Arribas qui avait dû enlever son maillot de Nantes à un match à Bordeaux aussi, en tribune. Tu vois, je connaissais pas cette anecdote. Il a regardé le match torse nu. Pourtant, en Bordeaux, une ville assez calme en termes de supporterisme, du moins récemment, on peut le dire, et je peux le confirmer. Pierre Barthélémy, est-ce que vous pouvez tout simplement nous parler de l'Association nationale des supporters, qui est donc un acteur assez important sur cette question-là de la défense des libertés des supporters? Quel rôle vous jouez dans cette association? Qu'est-ce que fait cette association au quotidien? Voilà, est-ce que vous pouvez nous résumer et nous dire ce qu'il en a été de ce déplacement de supporters nancéens aussi au Stade Bauer qui a surgi dans l'actualité il y a quelques jours et quelques heures de ça? Alors justement, l'Association nationale des supporters, elle a vocation à défendre les libertés citoyennes et fondamentales des supporters de football par 3 moyens principaux. Le premier, déjà, c'est de regrouper des associations de supporters, donc une quarantaine actuellement sur les 5 premières divisions et une trentaine de clubs différents, pour porter la voix des supporters, puisque ce qui en fait a longtemps été opposé aux supporters lorsqu'ils voulaient dialoguer avec les instances ou les autorités, c'était très bien, mais qui êtes-vous, de qui êtes-vous représentatif?
Et donc la phase dialogue n'était même pas possible parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur reconnu comme représentatif. Donc c'est une des vocations de l'ANS qui s'est construite sur, en quelque sorte, les cendres de SOS Ligue 2, qui était ce groupement d'associations de supporters de clubs de Ligue 2 qui vous se battaient contre des horaires télévisuels complètement... le match délirants. le lundi soir à 19h ou le jeudi soir à 17h30. Qui marche très bien pour les télés, mais quand vous voulez aller au match et que vous devez traverser la France pour être un lundi à 19h, c'est pas possible. Et donc c'était la première vocation de l'ANS. La deuxième, c'était de pouvoir, par le dialogue, par les réunions avec les instances, avec la Ligue, avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère des Sports, pouvoir travailler sur le fond, comprendre pourquoi on en arrivait à cette situation liberticide permanente. Et donc c'était l'occasion en fait, de se rendre compte qu'on fait un peu les mêmes constats, mais qu'on n'avait jamais fait l'effort d'aller vers des solutions consensuelles. Et c'est aussi l'occasion de se rendre compte, en fait, du côté des instances et le pouvoir public, mais en fait, ils ne sont pas alcooliques, ils savent parler. Il y en a même qui sont... Il y en a même qui sont cadres supérieurs. Oui, qui sont bacheliers et cadres supérieurs. On en revient encore une fois à l'image du football qui a l'image du supporter qui a énormément alimenté ces 20 années de mesures de liberticide, tout simplement. Exactement. Et chez les supporters, quand ils parlent avec la police ou avec des représentants du ministère, ils disent « Ah, mais toi aussi, tu es abonné et tu vas à tous les matchs ?» Et donc, déjà, ça a brisé un peu une sorte de plafond de verre. Et ensuite, ça a permis de travailler à des solutions. Je vais prendre 2 illustrations. Mais dans les sujets très clivants aujourd'hui, il y a la question de la pyrotechnie. Et par ce dialogue, il y a la création d'une expérimentation aujourd'hui de la pyrotechnie. Et à Toulouse, elle a été utilisée avec succès plusieurs fois par des groupes de supporters locaux. Et il y a le retour de ce qu'on appelle les tribunes debout, puisque après le drame de Furiani en 92, il y a la loi Bredin qui interdit la station debout dans les stades. Le drame de Furiani, c'est l'effondrement d'une tribune en Corse avec la mort de nombreux supporters. Ouais. Et puis, en fait, le dialogue a tout simplement permis de comprendre que les gens sont de toute façon debout pour chanter, pour animer, et qu'en fait, c'est plus dangereux d'être debout avec des dossiers sur lesquels on vient se casser le tibia devant nous que d'être debout sur une place debout. Et donc, ce dialogue a permis d'aboutir. Et le troisième volet, sur lequel j'interviens davantage, c'est de contester en justice les décisions illégales. Et c'est là qu'on a eu l'occasion de faire juger par le Conseil d'État à un grand nombre de reprises qu'un supporter de football qui se rend au stade, il jouit de 4 libertés fondamentales. La liberté d'aller et de venir, tout simplement. La liberté d'expression, parce qu'il exprime le soutien à son équipe. La liberté d'association, parce qu'il constitue des associations pour exprimer ce soutien. Et la liberté de réunion, puisqu'il va au stade pour se réunir avec d'autres personnes. Et donc, le Conseil d'État, maintenant, dans toutes ses décisions, rappelle qu'un supporter de football jouit de ces 4 libertés fondamentales lorsqu'il se rend au stade. Et que, par conséquent, pour pouvoir restreindre ces libertés, il y a une obligation pour l'administration de démontrer qu'à la lumière des circonstances de temps et de lieu, donc c'est-à-dire ce match-là, à telle heure, pour telle raison, présente un risque de trouble grave à l'ordre public. Et donc, j'ai non seulement des éléments qui justifient la nécessité de restreindre les libertés, mais surtout qu'il n'y a pas de solution moins attentatoire. Donc, c'est le contrôle de proportionnalité. Et donc, c'est ça que le Conseil d'État fait, c'est-à-dire qu'il dit il y a des libertés fondamentales d'un côté, il y a des impératifs d'ordre public de l'autre, et il faut que l'administration prenne la solution qui permet au mieux de concilier la sauvegarde de l'ordre public et la préservation des libertés fondamentales des supporters. Et il a jugé notamment aujourd'hui, le juge administratif, qu'une interdiction totale de déplacement de 60 supporters de Nancy au match au Red Star, c'est disproportionné parce qu'on ne peut pas croire que l'État français n'a pas la capacité d'accueillir 60 supporters de Nancy au Red Star, sachant qu'il n'y a aucun antécédent lors de rencontres entre Nancy et le Red Star. Oui, parce qu'on a du mal à... Quand on est, je pense, un amateur de football, mais pas forcément spécialiste comme vous, on pense que les interdictions de déplacement ont plutôt lieu dans des cadres assez tendus, de type un PSG-OM un dimanche soir à 21h, et que ce sont des mesures assez rares, assez exceptionnelles. Est-ce que vous pouvez nous dire combien il y en a par an en France, et aussi quelles sont parfois les interdictions de déplacement les plus absurdes, parce qu'on imagine mal la puissance publique française être incapable de gérer 60 Nancéens dans le nord de Paris au Red Star. C'est exactement... À moins que je me trompe sur la capacité de la puissance publique à gérer des gens, mais Mathieu Zagrodzki, je vous ferai réagir là-dessus derrière. Ouais. C'est exactement ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu des très graves incidents sur des matchs entre le PSG et l'OM. On a cette image notamment à la fin des années 2000 d'une voiture de supporters marseillais qui fonce dans la foule de supporters parisiens, et on voit un supporter parisien qui vole et par miracle qui s'en est sorti. Et donc on a créé ce dispositif qui permet
de restreindre la liberté de déplacement des supporters à un match. Ça a été pensé pour les PSG-OM, ça a été pensé pour ces matchs où à la fin on devait mettre 2000 ou 3000 policiers pour assurer un déplacement, ce qui était disproportionné et démesuré. Mais comme on n'a pas mis de garde-fou sur cet outil, on n'a pas mis de procédure préalable stricte, on n'a pas mis de contrôle préalable de la décision, on s'est mis à utiliser de plus en plus cette décision. Donc les premières années, la première année, il n'y en a que 3 des décisions, c'est des Lyon-Saint-Etienne et des Paris-Marseille, ce qui peut se comprendre, c'est pas idéal, mais on peut comprendre la nécessité de restreindre les libertés sur ces matchs-là. Et puis on est passé à certaines années jusqu'à 150 matchs par an, 150 matchs par an. Il n'y a plus aucun sens à l'utilisation de la mesure. Il y a eu un match entre Saint-Louis-Neuweg, je ne connaissais même pas la ville, hein, je vous l'avoue, et je crois que c'était les supporters de Grenoble, parce que Saint-Louis-Neuweg n'est pas très loin de Mulhouse et que dans les années 80, quelqu'un à Mulhouse a regardé de travers quelqu'un à Grenoble. Enfin, c'était vraiment ça. Et donc il y a eu comme ça une succession d'arrêtés de plus en plus loufoques avec cette nécessité d'en fait, pour pas perdre devant le juge administratif, de chercher le maximum d'explications. Et donc on se retrouve avec des explications aberrantes. Pour par exemple un match entre Bastia et Lens, il a été évoqué le fait qu'en 1972, des supporters de Bastia avaient fait un rodéo de voitures autour de l'hôtel des joueurs du RC Lens pour les empêcher de dormir avant le match. Et que donc du coup, 50 ans après, il y avait un contentieux entre les supporters des deux clubs. Et personne n'était au courant de ce rodéo urbain. Mémoire dure, ouais, effectivement. Ouais. Pour un match à Nancy, il était évoqué le fait qu'il y avait des tensions. Non, à Metz, il y avait des tensions entre Metz et Lens. Il y avait des tensions entre les supporters de Metz et leur direction parce que le nouvel entraîneur adjoint de Metz était un ancien joueur de Nancy et qu'il y a une rivalité entre les deux clubs. Et donc, comme il y avait des tensions à cause de cet entraîneur adjoint entre les supporters et la direction, il fallait interdire les supporters de Lens parce qu'il y avait déjà trop à faire à Metz. Et cette série-là, elle existe sans fin. Parfois, c'est la fête du citron à Menton. Parfois, c'est la fête des cerfs-volants à Berck. Enfin, il y a eu la fête de la saucisse, c'est même pas une blague. Oui, parlez-nous de la fête de la saucisse. Il y avait les soldes des magasins d'usine de Troyes aussi, pour un Troyes Rennes. Donc, voilà, on s'est retrouvé dans une folie où tout et n'importe quoi devenait prétexte, comme le disait Mathieu, à s'économiser d'une part le risque d'un incident et d'autre part, par fainéantise. Si on interdit, on n'a pas à s'embêter à organiser, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui, mais avec parfois des aberrations où il y a une interdiction de déplacement pour se dire on économise des ressources et on économise des effectifs parce que il y a d'autres événements ce week-end-là à cet endroit-là, mais on déploie quand même un service d'ordre autour du stade pour s'assurer que l'interdiction de déplacement soit respectée. Donc, le fameux Metz-Lens où pendant 3 heures, pendant toute la soirée, des supporters lensois se sont fait courser par des policiers dans toute la ville, contrôlent leur carte d'identité pour savoir s'ils n'auraient pas juste enlevé leur écharpe avant d'être interpellés. Et ça a occupé 4 fois plus de forces de l'ordre que n'aurait coûté une organisation. Et le directeur de cabinet avait été viré 3 jours après. On va revenir, on va dépasser un peu cette question-là. On va parler du fait qu'à force peut-être d'interdire ces déplacements de supporters, on est arrivé en France à une incapacité des forces de l'ordre de gérer les supporters quand ça devient nécessaire. Parce que forcément, on ne peut pas toujours interdire aux gens de se déplacer, ça serait trop facile. Il n'y aurait d'ailleurs plus personne dans les stades. En France, on va vers 2 années d'accueil de grandes compétitions internationales. La Coupe du Monde de rugby en 2023, les Jeux Olympiques en 2024. Mais surtout en France, on a connu la finale de la Ligue des Champions au Stade de France à Saint-Denis en mai dernier, si je ne m'abuse, entre le Real Madrid et Liverpool. Une finale qui s'est extrêmement mal passée. Mathieu Zagrodzki, est-ce que vous diriez que ce chaos de Saint-Denis est lié, en fait, après tout, à 10 années d'impréparation des forces de l'ordre qui ont multiplié les interdictions de déplacement et en fait, qui aujourd'hui sont incapables de gérer les supporters? On pourrait parler aussi de Russie-Angleterre lors de l'Euro 2016. On peut en parler. Russie-Angleterre, c'est un match de l'Euro 2016 qui a été... Marseille a été le théâtre d'un chaos absolu parce qu'on n'a pas vu arriver en fait des hooligans russes qui étaient pourtant assez visibles et assez bien identifiés. Et donc les hooligans se sont dit bon, on va faire le chaos à Marseille auprès de supporters anglais un peu éméchés. Et on a été, les forces de l'ordre ont été dans l'incapacité de gérer quelques centaines de Russes au grand mot. Je vous laisse en parler. Au grand mot, oui, tout à fait. Vous avez bien résumé les choses. C'était un coup de force mis en œuvre par les hooligans russes pour
se faire connaître sur la scène internationale en se faisant entre guillemets les Anglais qui bon voilà, ont cette réputation historique qui n'est plus tout à fait méritée entre guillemets voilà, on va dire de violence et d'activité sur la scène hooligan. Pour vous répondre, oui, à force d'interdire, à force d'être dans ce schéma où en fait on préfère s'économiser des efforts pour éviter les problèmes, eh ben, on perd l'habitude de gérer des services d'ordre. Alors ça a été aggravé ces 2-3 dernières années pour des raisons indépendantes de la volonté des pouvoirs publics, c'est-à-dire le Covid, hein, parce qu'il y a eu une saison entière qui s'est jouée à huis clos ou avec des jauges très très faibles, hein, puisque c'était limité à 5000 spectateurs par stade, enfin par match. Et donc tout ça fait que, oui, vous perdez l'habitude, les responsables des services d'ordre sont inexpérimentés, les CRS et les gendarmes mobiles qui sont déployés sur le terrain n'ont pas l'habitude d'être confrontés à ce type de public. Alors les choses évoluent un petit peu, on pourra aussi parler comme de quelques initiatives positives, hein, parce qu'il y a eu des changements à la DNLH en 2016, enfin en 2017. Pour la DNLH, si vous pouvez... la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, voilà, qui est une sous-direction, une division de la police nationale qui est spécifiquement dédiée aux questions de supporterisme. Et d'ailleurs, la terminologie est intéressante. C'est la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, alors qu'en fait, elle s'occupe des supporters en général. Mais le label, c'est hooliganisme. Alors qu'il y a quasiment, il y a quasiment plus de hooligans en France, du moins dans les grands stades de Ligue 1. On a du mal à les repérer physiquement. Par rapport à ce qu'on a connu, encore une fois, on parlait du Parc des Princes tout à l'heure, pas parce qu'on est, oui, certes, on est deux Parisiens ici, mais encore une fois, c'est parce que c'était l'endroit où il y avait les plus gros problèmes. La scène hooligan à Paris dans les années 80-90, c'était quand même quelque chose. C'est quelque chose qui était connu dans toute l'Europe. Et donc, pour revenir à mon propos, on a perdu cette habitude-là, qui s'ajoute encore une fois à une méconnaissance de ces milieux-là, de cet univers-là, par une grande partie des pouvoirs publics. Je vous livre une anecdote personnelle, puisqu'on parle très rapidement, puisqu'on parle de Russie, Angleterre, à Marseille, lors de l'Euro 2016. 4 jours plus tard, j'assiste à un autre match de l'Euro. Là, j'enlève ma casquette Paris, je mets la casquette Pologne. Voilà, oui, parce que Mathieu Zagrodzki, on l'aura deviné à quelques racines. Oui. Donc, je vais assister à Pologne-Ukraine à Marseille lors de l'Euro 2016. J'arrive sur le Vieux-Port, quelques heures avant le match, et je vois des gars, je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est-à-dire, je grille tout de suite qu'il y a des firmes hooligans polonaises qui sont là, que d'habitude, elles ne suivent pas l'équipe nationale. Je prends discrètement quelques photos que j'envoie à un contact qui connaît bien ce milieu en Pologne, par WhatsApp, qui me répond en 3 minutes, bon bah là c'était le firme, là c'était le firme, et là c'était le firme. Et voilà pourquoi ils sont là. Peu de temps après, il y a des incidents qui n'ont pas été très très graves, hein, absolument rien à voir avec Russie-Angleterre, mais il y a eu des affrontements entre Polonais aux abords du stade Vélodrome. Je vous la fais courte, c'est un règlement de compte par rapport à un conflit qui avait débuté en Pologne, par rapport en fait à une rivalité entre groupes de hooligans en Pologne, et en toute logique, ils se sont donné rendez-vous à 2000 km de la Pologne pour régler leur compte. Voilà, ils se sont dit on va faire ça sous le soleil. Bien encadré par la police française en l'occurrence. Et donc, évidemment, bien encadré par la police française, puisqu'ils déambulaient le plus tranquillement du monde sur le Vieux-Port. Et donc moi, modeste chercheur en sciences politiques, j'ai pris 4-5 photos discrètement, je les ai envoyées à quelqu'un en Pologne par WhatsApp qui m'a tout de suite répondu, bon bah voilà, c'était le groupe, tel groupe, tel groupe. La police française n'a pas été capable de le faire. Vous voyez, cette anecdote personnelle dit quelque chose sur l'incapacité de la police française de repérer ce type de profil à partir de choses extrêmement simples, hein, des tatouages, des t-shirts, le fait que les mecs circulent en groupe en ayant une certaine cohérence vestimentaire, c'est pas des trucs très très compliqués. Parfois des carrures un peu aussi reconnaissables, on va dire pour certains. Parfois la fréquentation manifeste des fitness parks locaux de manière assidue, ainsi que de celle de... Oui, vous transformez en quelqu'un qui n'est pas quelqu'un du quotidien, effectivement. Exactement. Ouais. Pour revenir rapidement à cette finale de Ligue des Champions, on a vu qu'on a mis le doigt tout de suite sur la responsabilité des supporters anglais. Cette version-là est restée quand même un petit peu présente dans l'agenda médiatique. Elle a été largement critiquée par notamment des articles assez remarquables, plutôt du côté outre-Manche, notamment de Guardian qui a écrit un énorme papier là-dessus sur le fait que les vrais responsables sont plutôt les pouvoirs publics français. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, de ce discours-là médiatique qui a plutôt bien tenu? On a l'impression qu'au fond, pas grand monde n'a été viré après ce fiasco qui, dans certains pays, je pense, aurait sans doute conduit à la démission ou au licenciement de certaines personnalités côté préfectoral, côté Stade de France, Fédération française de football, voire ministérielle. Est-ce que ça vous étonne, cet état de fait, que personne en fait n'ait pris la responsabilité de ça? J'y vais ou...
Enfin, après, Pierre y était, donc il pourra, Pierre, si vous y étiez, je vous laisse peut-être répondre. mais après, je pourrais répondre sur le côté politique et médiatique. Sur les questions politiques, effectivement, je ne sais pas trop. Je sais que c'était une période particulière parce que c'était les législatives, parce que c'était quelques mois avant la retraite du préfet Lallemand qui avait quand même été le parapluie du gouvernement pendant la crise des Gilets jaunes, sur la répression, qu'il avait beaucoup pris sur son dos. Il y a toute un cycle conjoncturel que je ne maîtrise pas politiquement, donc je me remets à Mathieu. Bon, très simplement, Pierre vient de le dire, oui, on est dans la période qui suit l'élection présidentielle et qui précède les législatives, avec une thématique de l'insécurité qui est très forte, en fait, et où la majorité actuelle joue aussi un peu à la fois sa réputation et son avenir politique sur cet enjeu-là, notamment face au Front National, qui fait forcément son beurre sur ce type de problématique, enfin sur ce type de thématique plutôt. Et on ne peut pas admettre publiquement qu'en fait on a failli, qu'on a mis en place un dispositif de service d'ordre qui est déficient, pour dire les choses de manière extrêmement polie, pour pas dire bordélique et scandaleux. Et ce qui est très frappant, c'est que le ministre de l'Intérieur tweet alors que le match n'est pas terminé. Il tweet pour dire on sait que c'est les supporters anglais qui ont des faux billets et qui sont entrés. Et tout de suite, encore une fois, je reviens pour la énième fois lors de ce débat sur l'argument de la facilité. Qui, en France, quelle est la part de la population française qui connaît vraiment la sociologie des supporters et qui connaît notamment l'histoire des supporters en Grande-Bretagne? Tout le monde est resté sur le truc anglais égale hooligan. Tout le monde, voilà, parce qu'encore une fois, il y a eu... Et historiquement, c'est quelque chose de vrai. Oui, il y a eu le Hesel, oui, il y a eu un certain nombre d'événements gravissimes en Angleterre liés au hooliganisme, mais c'est extrêmement facile de dire c'est les Anglais, c'est Liverpool. Liverpool, il y a un historique de violence. Et ce dont on ne s'est pas rendu compte, et vous venez de parler de l'article du Guardian et de toutes les enquêtes qui ont été menées par la presse britannique, d'ailleurs Pierre et moi avons eu l'occasion de leur répondre à ces journalistes britanniques, c'est que en Grande-Bretagne et par rapport à Liverpool, il y a un autre passé, et il y a un autre traumatisme, c'est la catastrophe de Hillsborough, qui est en fait un match de Coupe d'Angleterre, une demi-finale de Coupe d'Angleterre entre Liverpool et Nottingham Forest, qui se joue à Sheffield, et où, pour faire simple, une bousculade mortelle cause le décès de 90 personnes, de plus de 96 personnes, 97 maintenant, parce qu'il y a une qui est morte des années après des suites de ces blessures. Donc il y a 97 morts. Et là aussi, pendant des années, la police britannique a dit, la police anglaise a dit, bon, c'est la faute des supporters, ils ont forcé le passage, ils ont poussé, alors qu'en réalité, c'était un énorme problème d'organisation. Et donc, le ministre de l'Intérieur français pointe le doigt sur les supporters de Liverpool qui sont victimes dans cette histoire. Et pour les Anglais, c'est un parallélisme tragique, en fait, avec cette catastrophe de Hillsborough et la manière dont, à l'époque, les autorités britanniques l'ont géré. Mais encore une fois, à part quelques tweets de Pierre Barthélémy, quelques interventions des uns et des autres dans les médias français, quelques tentatives de corriger les choses, alors avec un certain succès quand même, parce qu'au bout d'un moment, la vérité a commencé à émerger. Il y a aussi des journalistes français qui ont fait un très très bon travail. Il y a eu un très bon papier du Monde, si je me trompe bien, avec une infographie qui a expliqué le processus. Donc il n'y a pas que les journalistes anglais qui ont fait du travail, il y a des journalistes français aussi qui ont fait du bon travail. Mais au final, c'est la question que vous avez posée, j'y réponds. Quelle tête est tombée après ça ? Aucune. Je veux dire, ça n'a rien changé au paysage politique, administratif et policier français. Et le préfet Lallemand, d'ailleurs, est parti couler une retraite paisible du côté de la mer, si je ne m'abuse. J'allais dire l'Argentine ou le Brésil. Ah ouais, mais quelques responsabilités ministérielles côté de la mer. Boris, tu as sans doute des questions. Oui, on a quelques questions. Est-ce que vous pensez que les mesures d'interdiction peuvent être associées à du mépris de classe et vont avoir des conséquences politiques ? Alors, il n'y a aucun doute sur le mépris de classe. Concrètement, un tel dispositif, il ne pourrait pas être appliqué à d'autres catégories de population. Et d'ailleurs, il y a un épisode très, très révélateur, c'est-à-dire que après l'épisode des Gilets jaunes, il y a eu Édouard Philippe et le Parlement qui ont voulu créer l'interdiction administrative de manifester en se revendiquant expressément du succès des interdictions administratives de stade.
Et sur les interdictions administratives de stade, personne ne s'en est ému. Et même quand il a fallu se battre politiquement et socialement contre cette mesure d'interdiction administrative de manifester, personne n'a dit contre les supporters c'est scandaleux, contre les manifestants scandaleux. On a beaucoup entendu, pour les supporters ça va, mais pour les manifestants, pour le coup, ça n'est pas acceptable. Et donc on voit qu'il y a un mépris même auprès des personnes qui se battent au quotidien contre les attaques, contre les libertés fondamentales. Il y a un mépris en quelque sorte de ce qui est le loisir footballistique et ce qui est le supporterisme. Et on le retrouve en quelque sorte un peu après même devant les juridictions, parce que le Conseil constitutionnel a validé l'interdiction administrative de stade et il a censuré l'interdiction administrative de manifester. Alors que ce sont exactement les mêmes libertés fondamentales qu'on a évoquées, la liberté d'aller et venir, la liberté d'expression, mais pour une raison complètement subjective. Dans un cas, on estime que c'est disproportionné et dans un cas, on estime que c'est proportionné. On a beaucoup parlé du modèle répressif français. Avez-vous connaissance de modèles similaires dans le monde, globalement, ou même en Europe? Et comment se place-t-il en comparaison par rapport au modèle français? Compliqué. Peut-être que vous voulez parler du modèle polonais, Mathieu, qui est un modèle assez particulier. Ouais, je pourrais parler du modèle polonais, mais après, il est pas tellement. Je ne sais pas s'il serait vraiment pertinent dans ce débat-là. Non, mais on peut parler du modèle britannique. Le modèle britannique, il est assez intéressant parce que d'un côté, il y a des volets très répressifs. C'est vrai que, je l'ai dit, ce sont les premiers à avoir mis en place les interdictions de stade avec cette loi de 1989. Il y a quand même une sélection par le prix. Bon, il y a, on va dire, toute une machine qui s'est mise en marche à partir de la fin des années 80 pour, encore une fois, juguler ce problème. Et d'un autre côté, par exemple, les interdictions collectives, elles sont impensables en Angleterre. Il n'y a pas d'interdiction collective de se déplacer. Les supporters du club adverse peuvent toujours se déplacer pour aller voir un match. Et du point de vue anglais, parce qu'ils sont quand même aussi très attachés aux libertés fondamentales, c'est un non-sens. Ils ne comprennent pas en fait comment c'est possible. De même, mais ça on commence à y venir en France, et c'est pour ça que j'avais fait allusion tout à l'heure à des bonnes pratiques. La police britannique a depuis des années déployé des policiers spécialisés dédiés au dialogue avec les supporters, notamment avec les supporters visiteurs. Alors on commence à le faire en France avec ce qui s'appelle le policier référent. Donc c'est une expérimentation qui est menée dans une dizaine de villes où il y a des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2, où en fait il y a un policier dédié, spécialement formé à cela, qui est là pour accueillir les supporters adverses et porter entre guillemets la parole du service d'ordre, enfin de la comment dire, de l'organisateur, enfin de l'encadrement, voilà le terme que je cherchais. Donc là, il y a une aspiration. Donc voilà, le modèle anglais, c'est cette espèce de mélange de répression assez forte et de sélection par le prix, mais aussi quand même de dialogue et de souplesse sur un certain nombre d'aspects. Ce qui est certain, c'est qu'il y a d'autres pays où la répression est tout aussi forte, voire plus forte, mais ce qui distingue la France des autres, c'est ce côté préventif. C'est-à-dire qu'on est le seul pays qui interdit autant pour prévenir un risque, qui prive de droit avant qu'il se passe quelque chose. Dans les autres pays, on accepte le risque, on cherche à le réduire, mais on accepte. Et s'il se passe quelque chose, tant pis, il se passe quelque chose et on sanctionne. En France, on veut interdire avant qu'il ne se passe quelque chose. C'est notre côté un peu un temps d'avance. J'imagine que c'est la passion des autorités pour Philippe Cadic et Steven Spielberg. Ouais. Ou Minority Report. Est-ce que vous pensez que le système de reconnaissance faciale va s'imposer dans les stades français, comme au FC Metz il y a quelques mois? Qu'est-ce que vous pensez de cet outil? Que du bien. On n'a pas invité Alain Bauer pour en parler. Hein, l'outil finalement, il ne l'a pas mis dans son rapport. L'outil est très critiqué, et je le critique aussi vertement, mais je pense tout simplement qu'il ne sera pas mis en place parce qu'en fait, premièrement, il coûte très cher. On parle de plusieurs centaines de milliers d'euros, et à part le PSG, Lyon et Marseille, il n'y a pas forcément des clubs qui ont les moyens de le mettre en place. Deuxièmement, il est très lourd d'un point de vue législatif, administratif, et c'est très compliqué à mettre en place. Troisièmement, il a un poids politique fort. Le jour où on va lancer la reconnaissance faciale, il va y avoir quand même beaucoup de levées de boucliers. Et puis surtout, dernièrement, le point principal, je pense, concernant le football, c'est mais à quoi ça servirait? C'est-à-dire qu'en fait, la reconnaissance faciale, ça ne sert qu'à empêcher quelqu'un d'entrer au stade. Enfin, c'est-à-dire qu'on a déjà un fichier avec les photographies, l'identité des gens, et en quelque sorte, on veut les empêcher d'accéder quelque part.
Aujourd'hui, le problème en France, c'est pas qu'on veut empêcher des délinquants d'accéder au stade. Les délinquants, ils pointent déjà au commissariat. Le problème, c'est qu'on n'identifie pas ceux qui ont commis des actes. Et donc, on punit tout le monde parce qu'on ne va pas chercher individuellement les gens. Mais la reconnaissance faciale à l'entrée du stade, elle ne va pas aider. Alors que dans le stade, on a déjà les caméras qui permettent de zoomer sur la montre d'un supporter pour regarder l'heure. Donc, qu'on utilise déjà ce qu'on a pour aller chercher un délinquant, ce n'est pas la reconnaissance faciale qui va le permettre. La reconnaissance faciale, comme elle a été utilisée à Metz, c'est pour savoir qui rentre dans le stade. Mais ce n'est pas le problème. Ouais, je pense que évidemment, je souscris à tout ce qu'a dit Pierre et c'est sans doute pas demain la veille, mais je pense qu'en fait, il y a un argument commercial qui va de plus en plus être mis en avant, c'est l'argument de la fluidité. La reconnaissance faciale, non, on ne va pas l'utiliser pour la sécurité. C'est juste comme à l'aéroport, on va faire des contrôles automatisés pour nos abonnés qui vont pouvoir passer les contrôles plus rapidement. Les péages du futur, un peu. Ouais, voilà, c'est un peu les péages du futur. Je pressens, et j'ai quelques éléments pour le dire, notamment des échanges avec des gens qui travaillent dans les clubs, c'est que c'est l'argument qui va être poussé. Et puis ça voudrait dire donner des fichiers très très attentatoires aux données à caractère personnel au club. Et les clubs, dans la plupart des cas, on pense juste au club. Mais regardez qui est l'actionnaire, par exemple, du Paris Saint-Germain, c'est un État étranger. Est-ce qu'on veut que le Qatar ait des photographies de tous les gens qui vont en tribune présidentielle et l'adresse de tous les gens qui vont en tribune présidentielle? Est-ce qu'il faut que Nicolas Sarkozy, sa photo, son adresse et tout ça soit dans les... Bon, il c'est déjà dans les fichiers du Qatar pour Nicolas Sarkozy. Je pense qu'il est déjà dans les fichiers du Qatar. Il est possible qu'ils aient même son compte en banque. En tout cas, son RIB, oui. Mais, vous ne faites pas confiance à la CNIL, je pense, Pierre Barthélémy, à vous entendre. Ouais. Non, mais là, on serait dans un système où la loi l'autorise et donc la CNIL serait tenue malheureusement de valider le mécanisme. Je fais confiance à votre service juridique si on a des problèmes avec Nicolas Sarkozy. Oui, faites confiance au service juridique du Point qui est bien fourni, ne vous en faites pas. Ouais. Dernière question, vous n'avez pas parlé, puisqu'on parlait du Qatar, de la Coupe du Monde au Qatar. Qu'est-ce que vous pensez des restrictions et du contrôle, le téléphone espionné, les problématiques liées à l'alcool, etc. Que du mal. Tu pourrais faire une Noël Le Graët. Je pourrais, pardon? Faire une Noël Le Graët. À Rome, fait comme les Romains. Ouais, il n'y a que quelques murs à repeindre. Et puis, les travailleurs avaient de très bonnes conditions. Non, mais évidemment, c'est scandaleux, c'est critiquable, c'est tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a tellement de voyants rouges qui s'allument par rapport à cette Coupe du Monde que c'est difficile de la défendre. Mais comme la Pologne joue, je la regarde quand même. Le problème, c'est de reprocher à un pays d'appliquer des lois qu'il applique déjà. C'est-à-dire que le problème, c'est l'attribution à ce pays. On ne peut pas ensuite s'étonner de l'application de lois qu'on connaissait lorsqu'on a attribué la Coupe du Monde. Et c'est ça le gros problème. J'ai une petite question, je parlais d'interrompre Boris. Est-ce que vous diriez justement que la façon dont la FIFA, les grandes institutions européennes et mondiales du foot, on n'en a pas parlé, se conduisent? La FIFA est régulièrement pointée du doigt pour quasiment un système mafieux. Le fait qu'on les laisse faire de manière assez tranquille, en France notamment, qu'il n'y ait pas plus de réactions politiques, publiques, ça dénote aussi ce mépris de classe. On se dit, après tout, le foot, sport d'idiot, on ne va pas prendre de risques politiques pour critiquer la FIFA, qui a quand même un poids assez important. Parce que la FIFA, on peut le dire, le système FIFA est gangréné de manière assez généralisée. C'est même pire, puisqu'on a fait du lobby pour accueillir le siège de la FIFA en France plutôt qu'en Suisse, et on leur a ouvert des bureaux dans l'hôtel de la Marine, place de la Concorde. Donc on leur déroule le tapis rouge. Et si Infantino, le président de la FIFA, demain, il veut rentrer à l'Élysée pour dîner avec Emmanuel Macron, c'est Emmanuel Macron qui va lui dire merci. Parce qu'aujourd'hui, le poids politique et le poids économique de la FIFA est quasiment unique sur Terre. Boris? Eh bien, on est bon. Merci. Si nous avons des problèmes avec la FIFA et le gouvernement français après ça, je fais confiance à votre service juridique aussi. Ouais. Merci beaucoup. Merci et bravo. Merci à vous d'avoir assisté à ce dernier débat. Oula, un vrai succès en termes d'applaudimètres. Cette journée s'achève. Oula, ça se sent. Hein. Ça se sent que ça commence à... Ça fait 10 heures. Ouais. Là, oui, on tape dans les réserves. Merci d'avoir été avec nous au Quai des Savoirs de Toulouse ou derrière votre écran. On vous donne rendez-vous demain, samedi 25 novembre. Avec entre autres François Gemène pour parler avion, Pierre Ribotte pour se demander si on va manquer d'eau. On va conquérir la Lune et Mars avec Hélène Huby, comprendre ce qu'est être asexuel avec Agnès Giard, boire un verre de vin dans une modération de bonne aloi avec maître Éric Morin et faire un tour dans le métavers avec Sébastien Borgé. À demain, bonne soirée à tous.